Bonjour à tous. Alors j'espère que vous nous entendez bien. Je suis Nadia Secker, je travaille à la direction de l'innovation de BPI France. Je m'occupe notamment des sujets agriculture et agroalimentaire et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous, Claire Meunier qui travaille à la direction de la prospective à INRAE et qui a, participé à la coordination, d'une étude, destinée à, voir comment, en France et en Europe, on pourrait sortir, des pesticides chimiques d'ici 2050. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place à Claire pour vous faire sa présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous y répondrons à la fin de cette présentation. Bonne présentation à tous. Donc, bonjour à tous. Merci d'être, avec nous ce matin. Donc, moi je suis, Claire Meunier. Je suis, ingénieure agronome de formation et je travaille à INRAE, donc qui est l'Institut national de recherche en agriculture, alimentation et environnement. Et au sein d'INRAE, je travaille sur des projets de prospective et j'ai eu la chance donc de faire partie de l'équipe projet qui a travaillé à cette étude de prospective sur l'agriculture européenne sans pesticides chimiques en 2050. Donc vous avez les autres membres de l'équipe projet qui s'affichent à l'écran et donc au nom de toute l'équipe, je vais vous présenter, ce matin les principaux résultats de cette étude, que nous avons rendue publique, cette année. Et donc je vais passer une vingtaine de minutes, à vous présenter, cette étude et ses principaux résultats, puis ensuite, laisser la place, à quelques questions. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Si jamais il y a quelques problèmes que ce soit, n'hésitez pas à poser, vos questions dans le chat et Nadia sera là pour, vous aider. Et donc, pour démarrer, une petite question pour lancer le sujet, et donc à laquelle vous pouvez répondre, dans le chat, réponse A, B ou C. Donc une petite question, selon vous, finalement, à quoi sert, une telle étude? À quoi sert, une étude prospective? Est-ce que c'est réponse A pour prédire l'avenir, réponse B pour anticiper l'avenir ou réponse C pour éviter les catastrophes? Donc je vous laisse, quelques instants pour répondre, n'hésitez pas dans le chat à mettre vos suggestions. Encore quelques secondes, je vois les réponses qui apparaissent au fur et à mesure. Super, bah, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une majorité de B, hein. Quelques, A, B, C. Alors, on aimerait bien pouvoir prédire l'avenir. Malheureusement, on dispose pas encore des outils pour le faire et donc, effectivement, c'est plutôt la réponse B. En effet, la prospective, c'est vraiment une approche, qui, vise à explorer, les futurs possibles, pour mieux anticiper finalement, et éclairer les décisions du présent. C'est donc, Michel Godet qui, décrivait la prospective comme une approche qui permet d'éclairer l'action présente à la lumière des futurs possibles et souhaitables. Donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec cette, prospective, d'explorer différents, et le champ des possibles, avec, différents scénarios qu'on a construits, d'agriculture européenne sans pesticides chimiques, à l'horizon 2050. Alors pourquoi, travailler sur, les pesticides chimiques? Et d'abord peut-être, qu'est-ce qu'on entend par pesticides chimiques? Dans cette étude, on a considéré que les pesticides chimiques regroupaient les pesticides, de synthèse et les pesticides minéraux d'origine minérale, qui, auraient un impact significatif sur l'environnement et la santé humaine. Donc une définition, voilà, qui va au-delà de la dimension, de synthèse pour s'intéresser finalement à comment on pourrait se passer de tous les pesticides qui pourraient avoir un impact, négatif sur l'environnement ou la santé. Alors pourquoi ce sujet? Évidemment, aujourd'hui, les pesticides ont un rôle clé, dans les systèmes agricoles actuels, hein, pour, protéger, les cultures contre les bioagresseurs, c'est-à-dire contre, les ravageurs, les insectes par exemple, les virus, les bactéries, également les adventices.
Et actuellement en Europe, la protection des cultures se base majoritairement, en tout cas dans les systèmes conventionnels, sur l'usage des pesticides, qui permettent, de lutter contre ces bioagresseurs, et d'obtenir des rendements, stables et des productions agricoles de qualité. Néanmoins, ce qu'on voit apparaître, c'est des résistances, des bioagresseurs à ces molécules et donc les pesticides qui deviennent de moins en moins efficaces et une sorte de course à l'armement, c'est-à-dire la recherche de molécules de substitution pour remplacer, les substances actives qui perdent de leur efficacité. Parallèlement à ça, on a un niveau de connaissance scientifique, qui s'accroît sur, les impacts de ces pesticides, et de leurs substances actives sur l'environnement et la santé humaine. On a en particulier 2 expertises, scientifiques collectives qui ont fait le point, sur le sujet. L'expertise de l'INSERM en 2021 sur, les effets de l'exposition aux pesticides chimiques sur la santé humaine, des utilisateurs, donc des agriculteurs par exemple, mais aussi, de la population, qui peut vivre, à proximité, de zones où sont utilisées ces substances. Et puis, sur l'environnement, donc une expertise qui a été, coordonnée par, INRAE et Ifremer en 2022 sur, l'impact, des pesticides, sur les environnements et les écosystèmes. Et donc ces effets sont de mieux en mieux connus, ce qui mène, les politiques publiques et notamment au niveau européen à fixer des objectifs de réduction de l'usage de ces pesticides chimiques. C'est notamment le cas dans la stratégie, Farm to Fork, de la ferme à la table, qui vise une réduction de 50 de l'utilisation des pesticides chimiques et de leurs risques, à l'horizon, 2030. Toutefois, ces politiques publiques, donc qu'elles soient européennes ou nationales, qui visent à une réduction progressive de l'utilisation et des risques de pesticides via des innovations incrémentales et donc des réductions progressives, ont jusque-là eu des effets limités et donc c'est pour cela qu'en fait, dans cette étude de prospective, on a voulu se changer d'approche et changer de paradigme pour passer, d'une approche, de réduction progressive à vraiment se projeter dans un futur où, on n'utiliserait plus on n'aurait plus besoin finalement d'utiliser des pesticides chimiques à un horizon suffisamment lointain, donc on s'est placé à l'horizon 2050 et à l'échelle européenne. Pourquoi? Parce que, on voit bien que, les politiques publiques notamment, mais aussi, pas mal de choses se passent au niveau, supranational et donc l'échelle européenne nous semblait appropriée pour ce travail et par une démarche de prospective, donc comme on l'a vu, juste avant, pour explorer, différents futurs. L'idée est pas de prédire ce qui se passera, mais plutôt, d'imaginer, différents scénarios, différentes visions, d'agriculture sans pesticides chimiques en Europe à l'horizon 2050. Et donc ce travail, a été, réalisé, dans le cadre d'un programme prioritaire de recherche qui est coordonné par INRAE, qui s'appelle Programme Cultiver et protéger, autrement et en lien avec une alliance européenne de recherche, qui travaille sur la question, de la sortie des pesticides chimiques en agriculture. Alors, juste, donc quelques mots, sur la méthode. Donc c'est un travail, qui a duré, 2 ans avec une équipe, projet dédiée, donc coordonnée par INRAE et qui a mobilisé, plus d'une centaine, d'experts au niveau européen. Des experts à la fois, académiques, donc des chercheurs, des scientifiques qui travaillent sur ces questions, de différentes disciplines, mais aussi, des experts, qui travaillent dans le monde agricole, donc des représentants de coopératives, des agriculteurs, des conseillers techniques, aussi également des acteurs de la transformation alimentaire, des ONG, des représentants de collectivités locales, des représentants de ministères. Donc on a vraiment essayé d'avoir, une approche, systémique dans ce travail pour, voir le sujet, de la façon la plus large, possible. Et donc ce travail a produit, 3 grands résultats, donc 3 scénarios que je vais vous présenter juste après, leur trajectoire de transition. Nous avons également, quantifié l'impact de ces scénarios sur un certain nombre de paramètres. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Et puis enfin, nous avons réalisé, 4 études de cas, dans 4 régions européennes où nous avons travaillé avec, des acteurs, dans ces régions, sur des filières, spécifiques. Et donc nous sommes allés, en Roumanie, en Finlande, en Toscane, en Italie et dans le Bergerac Duras en France, pour travailler avec, des acteurs, qui travaillent sur ces sujets et pour voir avec eux comment ces scénarios pourraient se réaliser concrètement, dans leur territoire et pour leur filière.
Donc je vais maintenant, vous présenter, les scénarios que nous avons construits. Donc c'est un scénario d'agriculture européenne sans pesticides chimiques. Alors pour construire ces scénarios, on a d'abord commencé à réfléchir à la partie, protection des cultures. Donc comment en 2050, nous pourrions donc encore une fois, on imagine des futurs possibles. Comment en 2050 nous pourrions protéger les cultures sans avoir recours aux pesticides chimiques et évidemment les protéger de façon efficace. Pour faire ce 1er travail, on a rassemblé, des scientifiques, des chercheurs qui travaillent actuellement sur ces questions, qui mènent des projets de recherche pour, trouver des solutions alternatives à l'utilisation, de pesticides chimiques et il est ressorti de ce gros travail, finalement 3 axes, 3 hypothèses, qui, pourraient permettre une protection des cultures sans pesticides chimiques à l'horizon 2050. Alors, vous les voyez sur, ce graphique. En fait, la 1re hypothèse, elle repose sur, l'immunité de la plante. Donc l'idée là, c'est, vraiment de renforcer les défenses immunitaires, des plantes cultivées et donc la capacité de la plante à lutter contre, les bioagresseurs. Et donc pour ce faire, il y a pas mal de travaux en cours sur le sujet. L'idée, c'est de stimuler le système immunitaire de la plante en ayant recours à, des stimulateurs de défense des plantes ou à introduire des plantes de service qui vont elles-mêmes produire ces stimulateurs de défense de la plante et également dans cette hypothèse, le contrôle génétique, pourrait avoir un grand rôle, c'est-à-dire identifier, des génotypes, de plantes qui vont être résistantes ou tout au moins tolérantes à de multiples agresseurs. La deuxième hypothèse, elle s'appelle holobionte. Alors et là, elle repose vraiment sur les interactions entre la plante et ses micro-organismes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur les interactions entre les plantes et les communautés microbiennes qui, interagissent avec la plante, que ces, communautés microbiennes se trouvent dans la plante, mais également dans le sol, dans l'air et cetera et donc on sait, évidemment que la plante développe de nombreuses relations avec ces communautés, microbiennes, pour répondre à ces différents besoins, hein. Ça peut être des besoins de nutrition, par exemple, mais également, de protection contre les bioagresseurs. Donc l'idée ici, c'est vraiment de renforcer d'optimiser finalement ces interactions entre la plante et les micro-organismes pour, améliorer la protection de la plante contre les bioagresseurs. Et la troisième hypothèse, c'est l'hypothèse qu'on a appelée, paysage, donc qui consiste là à travailler à un niveau, plus large sur, le renforcement des régulations biologiques à l'échelle de la parcelle, mais également du paysage. Donc là, l'idée, c'est de vraiment constituer des paysages complexes, diversifiés, pour créer des discontinuités, pour empêcher en fait, ou en tout cas réduire la pression que les bioagresseurs, les ravageurs, les insectes vont pouvoir exercer sur les plantes cultivées. Donc voilà ces 3 hypothèses, sur la protection des cultures à l'horizon 2050. Ces hypothèses, elles ne sont pas exclusives, c'est-à-dire qu'on imagine qu'en 2050, on pourra combiner, à la fois le renforcement, des défenses immunitaires des plantes avec, l'optimisation des interactions entre la plante, et ses micro-organismes, ainsi que, intégrer tout ça dans des paysages complexes et diversifiés. Donc ce ne sera pas soit l'une, soit l'autre, on peut tout à fait imaginer que ces 3 hypothèses puissent, et ces 3 leviers puissent être, utilisés en combinaison. Donc ça, c'est le premier travail qu'on a fait et puis ensuite, on a élargi le champ, puisque un des partis pris de notre étude, c'est de dire que, bah, pour construire une agriculture sans pesticides chimiques à l'horizon 2050, évidemment, il faut disposer de solutions agronomiques pour, pouvoir protéger les cultures sans avoir recours à ces substances. Mais nous pensons aussi qu'il faut prendre en compte l'ensemble du système alimentaire et impliquer tous les acteurs de la chaîne, donc finalement, du champ, jusqu'à l'assiette. Et donc on a, élargi, le champ de nos travail pour regarder également et poser des hypothèses, d'évolution sur un certain nombre d'autres paramètres, par exemple les chaînes de valeur, donc tout ce qui va se passer, entre la production agricole et l'assiette du consommateur. Comment, cette chaîne de valeur alimentaire va pouvoir, permettre, d'arriver à une agriculture sans pesticides chimiques. On a regardé également comment, l'évolution des agroéquipements, des technologies numériques, pourrait aussi, contribuer à des scénarios d'agriculture sans pesticides chimiques. Et donc tout ce travail que j'ai malheureusement pas le temps de vous présenter aujourd'hui, nous a permis de construire 3 scénarios, que je vais maintenant, vous présenter, rapidement.
Donc scénario 1, 2, 3, il y a pas d'ordre de préférence, mais voilà, il fallait bien les classer. Donc le scénario 1, on l'a appelé, marché global. Marché global, pourquoi? Parce que dans ce scénario, on imagine qu'en 2050, ce sont, les chaînes de valeur alimentaire au niveau, national, européen, international et donc les industriels de l'agroalimentaire, de la grande distribution qui ont, finalement été, au démarrage de cette transition vers une agriculture, sans pesticides chimiques en mettant en place des standards de production, qui incluent un certain nombre de règles, de production agricole, y compris des règles concernant, la réduction puis, la non-utilisation de pesticides chimiques. Dans ce scénario, en 2050, vous voyez là, par ce petit, schéma illustratif, la protection des cultures est axée principalement sur le renforcement de l'immunité de la plante. Donc on va utiliser par exemple, des intrants exogènes, des solutions de biocontrôle, des substances, des simulateurs de défense des plantes et chaque plante finalement est surveillée par, tout un dispositif, qui a recours aux technologies numériques, à des drones, à des capteurs, sur la plante dont l'objectif est de surveiller la plante et son état de santé pour que la plante puisse recevoir un traitement individualisé en fonction de son état physiologique et de son risque vis-à-vis, de potentiels bioagresseurs. Et donc, dans ce scénario, on parle de marché global puisque en fait, bah, ces standards, se sont, imposés, en Europe, mais aussi, à l'extérieur, de l'Europe, sur le plan, international et l'Europe a porté, cette vision d'une agriculture sans pesticides chimiques dans les sphères internationales, au niveau du codex, de l'Organisation mondiale, du commerce, par exemple, pour que ces pratiques, puissent être, comment dire? Réalisées, à travers le monde. Donc le scénario 2, on l'a appelé microbiome sain. Et donc sur ce scénario 2, là, c'est vraiment, en 2050, la recherche d'une alimentation, saine, qui a conduit à la modification des régimes alimentaires des consommateurs européens. Et donc ces consommateurs européens, 2050, ils vont consommer, des produits qui sont cultivés sans pesticides chimiques, mais également ils ont modifié leur régime alimentaire pour, aller vers des régimes alimentaires plus sains et notamment ils consomment plus de fruits, et légumes, une plus grande diversité de céréales, plus de légumineuses, moins de produits animaux. Et donc pour répondre à cette demande des consommateurs, les acteurs, des chaînes de valeur alimentaire, donc l'ensemble de la chaîne, hein, de la production agricole, jusqu'à la distribution, ils se sont adaptés à la demande des consommateurs et pour diversifier leur production, du champ à l'assiette. Et au niveau de la protection des cultures, dans ce scénario, en 2050, donc on produit, la production agricole est réalisée sans pesticides chimiques et elle met en œuvre les 3 hypothèses, que je vous ai présentées, précédemment. Et l'objectif final est de renforcer les interactions entre les plantes et les micro-organismes, du sol. Et donc, les pratiques agricoles et les pratiques culturales, pardon, sont choisies, et adaptées en fonction de l'état, de santé du sol pour vraiment optimiser ces interactions plantes, micro-organismes. Et enfin le scénario 3, donc scénario 3 qu'on a appelé paysage emboîté. Où là, en 2050, la production agricole, n'a pas recours aux pesticides chimiques, pour répondre à 2 enjeux finalement. La demande des consommateurs pour une alimentation, saine, mais également une alimentation locale et le deuxième enjeu, la prise de conscience de la nécessaire, préservation de la biodiversité, de la santé de l'homme et de son environnement. Donc c'est vraiment l'approche une seule santé en fait qu'on a souhaité représenter dans ce scénario. Et là, pour nous, la transition dans le scénario, elle se joue au niveau des territoires, où les territoires ont conduit cette transition vers une agriculture sans pesticides chimiques, en rassemblant les acteurs, du territoire, qu'ils soient publics, privés, qui ont travaillé ensemble pour développer, cette vision commune et les politiques intersectorielles qui vont permettre, la sortie, des pesticides chimiques et qui vont également traiter de la protection des sols, de l'eau, d'une production alimentaire locale, et cetera. Et donc dans ce scénario, la protection des cultures, elle repose sur, la conception de paysages complexes, diversifiés, avec, une grande place, aux habitats semi-naturels, qui, occupent une surface, importante du paysage pour favoriser les régulations, biologiques. Voilà pour ces 3 scénarios.
Je vais regarder un petit peu au niveau du temps qu'on j'en suis, OK. Donc, je vais maintenant vous présenter quelques résultats, du travail de quantification que nous avons réalisé, sur ces 3 scénarios. Vous avez vu pour l'instant ce sont des récits en fait, donc, avec une approche très, qualitative sur la base, du travail réalisé par les différents, comités et groupes d'experts et de la bibliographie disponible sur le sujet. Et donc dans un deuxième temps, on a essayé de quantifier l'impact de ces scénarios puisque, en fait, on a eu envie de savoir ce que ces scénarios pouvaient donner en termes de production agricole, de commerce, de régime alimentaire et également, d'émissions de gaz à effet de serre. Alors les grands résultats, qui ressortent de ce travail de quantification, c'est que par rapport à notre, année de référence qui est l'année, 2010, en 2050, la production agricole en Europe qu'on a mesuré en calories dans notre modèle, varie par rapport à 2010 de -5 à +12 selon en fait les scénarios et selon les hypothèses, que l'on retient sur les rendements. On a fait différentes hypothèses d'évolution des rendements à l'horizon 2050 qui nous donnent cette fourchette en fait sur la production agricole, donc qui varierait de -5 à +12 entre 2010 et 2050. Autre élément, important, c'est qu'au-delà de la partie, combien on va être capable de produire en 2050, on voit aussi que d'un scénario à l'autre, ce que l'on va produire, varie énormément puisque, dans notre travail de modélisation et de quantification, la production agricole est intégrée à des systèmes alimentaires et ces systèmes alimentaires et ces modes de consommation notamment sont complètement différents dans les 3 scénarios. Donc, par exemple, dans le scénario, 2 et 3, on a, des régimes alimentaires qui sont beaucoup plus riches en produits végétaux et donc forcément, ça va avoir un impact sur, les productions agricoles. Dans le scénario 2, le régime alimentaire évolue vers une plus grande diversité, de céréales, de légumineuses et donc ça aussi, ça se retrouve dans les types de production, agricoles à l'horizon 2050. Et donc un autre, élément, c'est que donc, en fonction encore une fois des régimes alimentaires, donc les régimes alimentaires dans les scénarios 2 et 3 étant moins riches en produits animaux, l'élevage, dans ces scénarios diminue, notablement, ainsi que la production d'ingrédients pour l'alimentation, animale. Sur la balance commerciale, donc c'est-à-dire, en fait, les échanges, entre, entre l'Europe et les pays, hors Europe, on voit que 2 des scénarios, scénario 2 et scénario 3, ont un impact positif sur la balance commerciale agricole de l'Europe en 2050, puisque l'Europe devient, exportatrice, nette, en termes de calories agricoles à l'horizon 2050 dans ces scénarios. Et enfin sur les gaz à effet de serre, donc tous les scénarios, à part le scénario 1 avec la limite haute de rendement, mais sinon tous les scénarios, toutes nos hypothèses entraînent une réduction des émissions de gaz à effet de serre agricoles par rapport à 2010 et donc selon les scénarios, la réduction est plus ou moins importante. On passe de -8 à -37 pour le scénario 3. Et donc, ce qu'on retire de ce travail de quantification, c'est vraiment le lien très fort entre, les régimes alimentaires et la production agricole et donc, on considère que les consommateurs européens vont avoir un rôle considérable à jouer dans la transition vers une agriculture sans pesticides chimiques via, la modification de leur consommation alimentaire et de leur régime. On voit avec notre travail que même sans modifier les régimes alimentaires, la transition reste possible. C'est-à-dire qu'on arrive à produire, suffisamment, mais ça va se faire au détriment de la balance commerciale, de l'agriculture européenne. Et enfin, je voulais aussi vous dire quelques mots sur le travail que l'on a fait sur les trajectoires de transition. Donc, c'est un travail qu'on a fait sur la base à partir des 3 scénarios, que je vous ai décrits tout à l'heure, donc à l'horizon 2050. On a travaillé, avec une méthode qui s'appelle la méthode de backcasting, pour faire, réfléchir, des experts sur comment arriver à atteindre, ces scénarios, et donc identifier, par quels jalons on doit passer, quelles étapes intermédiaires vont être, nécessaires pour, arriver à cette transition vers le sans pesticides chimiques. Donc quels jalons, quelles actions, quels acteurs mobiliser? On a fait ce travail pour chacun des 3 scénarios d'identifier en fait, mais par quelles étapes,
on devrait passer, pour arriver à chacun des 3 scénarios. Et finalement, en regardant les trajectoires qui ont été produites pour chacun des 3 scénarios, il ressort, des choses, communes à chacune des trajectoires. On appelle ça des éléments robustes, de la transition vers des systèmes, sans pesticides chimiques, dont je vais vous en décrire quelques-uns. Tout d'abord, le rôle, majeur des consommateurs et des citoyens. On en a parlé à l'instant avec les résultats du travail de quantification, mais c'est vraiment, voilà, selon nous, un élément clé de la transition, la modification des régimes alimentaires et puis le rôle de consommateur citoyen, hein, pour, exprimer, rendre publiques, les inquiétudes, sur, les pesticides chimiques. Également, très important, les politiques publiques. Les politiques publiques qui vont pouvoir, accompagner la transition. Donc selon les 3 scénarios, en fait, les politiques ou les outils les instruments de politique publique, qui ont été imaginés par les experts sont assez différents, mais néanmoins, il y a des grandes, familles, qui se dessinent et notamment, la nécessité de mettre en place des politiques publiques adaptées à la transition et cohérentes entre elles. C'est-à-dire une cohérence à aller chercher, à trouver entre les politiques agricoles, politiques commerciales, politiques alimentaires, politiques environnementales, pour travailler vers le même objectif et le même horizon. Et donc, on a regardé comment, par exemple, les politiques sur la réduction de l'utilisation des pesticides pouvaient permettre cette transition, mais également comment la politique agricole commune pouvait, accompagner cette transition, et notamment soutenir, les agriculteurs dans leur, changement de pratique. Mais également, on a regardé la politique commerciale de l'Europe avec, en particulier la question des clauses miroirs et comment, ces clauses miroirs pouvaient, être, mobilisées dans la transition vers, l'agriculture sans pesticides chimiques. Autre élément, la mise en place de standards de certification pour, valoriser les efforts, et la transition vers le sans pesticides chimiques. Donc il nous semble important que des standards soient mis en place, qui soient bien définis, qui soient bien contrôlés et que des certifications permettent de valoriser finalement les productions sans pesticides chimiques. Un élément également très important, c'est la question du partage du risque entre les acteurs. Il est évident qu'on ne peut pas faire peser, tout la transition vers le sans pesticides chimiques présente un risque puisque, va falloir essayer, expérimenter, de solutions alternatives et nous pensons que c'est important que ce risque soit partagé entre les différents acteurs du système alimentaire, de la production agricole jusqu'à la consommation. Et donc on a imaginé un certain nombre d'outils de partage du risque, qui peuvent se faire via des contrats, entre, les acteurs de la chaîne de valeur. Ça peut également être des systèmes assurantiels, publics, privés ou des fonds de mutualisation qui peuvent être mis en place heu, pour concourir à ce partage du risque. Voilà, j'en ai fini pour, ma présentation. Juste, pour vous dire, où on en est, donc, ce travail, on l'a restitué à la fin du mois de mars, lors d'un colloque, qui a été, rendu public et diffusé, à travers de l'Europe et maintenant, en fait, une étape importante dans le travail de prospective, c'est la mise en débat puisque, voilà, on pose des scénarios, on pose des hypothèses et c'est important pour nous de les discuter. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, et donc on fait un travail de présentation de ces différents scénarios, discussion auprès de différentes parties prenantes, des scientifiques, les décideurs publics et puis évidemment les professionnels, du secteur, que ce soit du secteur agricole, ou alimentaire. Ah voilà et puis donc, l'ensemble, de nos résultats sont disponibles sur le site internet d'INRAE. Donc je vous ai mis le lien, sur cette dernière diapositive, et donc vous pourrez trouver, plus de détails sur, les différents scénarios et la méthodologie qu'on a utilisée pour ce travail. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Claire. Merci pour cette présentation très intéressante. Une démarche passionnante, hein, j'imagine, à la fois pour les experts et puis pour l'équipe coordinatrice. Moi, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est que si on veut être en capacité d'atteindre l'objectif de sortir des pesticides d'ici 2050, ça suppose une démarche qui soit concertée et qui soit mise en œuvre par l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les consommateurs, les agriculteurs bien sûr, les industriels, du monde des produits phytosanitaires, les politiques publiques bien sûr qui seront essentielles.
Donc c'est seulement, sur, la base d'une participation collective qu'on y arrivera. Mmh. Hem, alors il y a quelques questions qui ont commencé à émerger. Il y a une première question de Lucas Fougeras qui te demande, qui dit augmenter l'immunité, dit-il, parler d'OGM? Est-ce qu'on parle d'OGM lorsqu'on parle, stimuler l'immunité des plantes? Alors, pas que, mais ça fait partie effectivement, des leviers. Donc, dans l'hypothèse sur, augmenter donc, en tout cas renforcer, l'immunité de la plante, effectivement la sélection variétale, donc la recherche, de variétés, de blé, de maïs, qui soient, résistantes ou qui soient en tout cas tolérantes, aux bioagresseurs, est un champ de recherche, particulièrement, important. Et après, il y a plusieurs façons de faire de la sélection variétale. Donc il y a des techniques, traditionnelles, de sélection variétale, mais il y a effectivement des techniques plus, nouvelles, émergentes comme, les OGM ou, les NBT, donc les, New Breeding Techniques, qui reposent sur, des techniques, plus, enfin voilà, plus précises, de sélection, variétale. Donc, dans ce travail de prospective, on n'a pas été jusqu'à, regarder, quelles techniques pourraient être utilisées, mais effectivement, dans le champ des possibles, les OGM ou les NBT, heu, pourraient, pourraient, pourquoi pas, faire partie des leviers, qui pourraient être utilisés. Mais il y en a plein d'autres, pour, renforcer, l'immunité des plantes. On peut aussi citer, hein, Claire, le fait qu'on peut travailler avec des bactéries aussi, hein, des probiotiques qui vont permettre de stimuler, par des messages de signaux, en fait, hein, au sein de la plante, stimuler l'émission, enfin la production d'anticorps et cetera au sein de la plante qui permettent, naturellement, en fait, hein, sans avoir modifié le génome, permettent à la plante de développer des mécanismes de résistance, aux pathogènes. Merci. Tout à fait et puis il y a aussi des solutions, par exemple de mélange, de cultures, mélange de variétés qui peuvent aussi, être, intéressantes pour, travailler ce levier de l'immunité. Il y a de nombreuses pistes de recherche sur le sujet. Merci Claire. Deuxième question de Nicolas Saramia. Que sont les clauses miroirs? Oui, c'est vrai que tu les as évoquées et c'est un facteur hyper important pour que ce soit équitable, au niveau mondial, hein, au niveau du commerce mondial. Est-ce que tu peux juste expliciter rapidement ce que ça veut dire clause miroir? Ouais, bien sûr. Alors les clauses miroirs, c'est en fait, c'est un dispositif. L'idée derrière les clauses miroirs, c'est de voir comment on peut, finalement, appliquer les mêmes standards, sur notre sujet, donc les mêmes standards de production agricole, à nos voisins hors Europe. Donc typiquement sur la question des pesticides, chimiques, si on se place dans un horizon 2050 où, les pesticides chimiques ne sont plus autorisés, donc ils sont interdits, donc les agriculteurs européens ne peuvent plus utiliser, ces solutions. L'enjeu, c'est, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, la concurrence ne soit pas déloyale et que du coup les agriculteurs des autres pays hors Europe, ne puissent pas produire avec des pesticides chimiques et ensuite, finalement, exporter leurs produits vers l'Europe. Et donc c'est ça en fait les clauses miroirs, ce sont des dispositifs qui visent à, finalement, imposer ou en tout cas faire appliquer les mêmes standards, au sein de l'Europe et également en dehors de l'Europe. Et donc il y a une clause miroir qui est passée, je crois cette année ou l'année dernière sur la question de la déforestation. Et donc cette clause miroir dit que, les produits alimentaires qui arrivent en Europe, sur le marché européen, ne peuvent pas être issus, de la déforestation, voilà, quel que soit leur pays de provenance. Donc on pourrait imaginer, il y a eu un certain nombre de discussions à Bruxelles sur le sujet, on pourrait imaginer des clauses miroirs, du même type, où on dirait que les produits agricoles qui arrivent sur le marché européen, ne pourraient pas être produits avec, l'utilisation de pesticides chimiques. Aujourd'hui, en fait, les règles pour les produits qui sont importés en dehors de l'Europe, sur la question des pesticides, il existe des limites maximales en résidus. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas moi, les grains de blé ou bien, la farine qui arrive sur le marché européen, ne doit pas, contenir des résidus de pesticides au-delà des limites maximales qui ont été fixées par l'Europe.
Mais si vous voulez, ces limites maximales de résidus, elles ne traitent pas de la question de comment, les produits ont été, comment les matières premières agricoles ont été, produites sur le ch et ne fixent pas de règles sur, les conditions de production en champ. Donc c'est l'objet de ces clauses miroirs. C'est très Voilà. clair. Merci Claire. Alors il y a Cécile, Kergoen qui demandait, si l'étude était publique et si oui, où la trouver? Je crois que Benjamin lui a répondu. C'est ça, Claire, hein? Si on clique sur le lien que tu nous as envoyé, on Ouais, tout à accède fait. à l'étude. Donc, effectivement, notre étude, et tout l'ensemble de ces résultats sont publics. Donc sur le site, et via le lien que j'ai mis, sur la dernière diapo, vous pouvez accéder donc à un certain nombre d'informations. Donc on a mis en ligne, un résumé étendu qui va un peu plus dans le détail, de la méthode et des résultats. Et puis on a fait un certain nombre d'articles, pour, voilà, pour expliquer certains points du projet. Et puis on va bientôt rendre également public l'intégralité du rapport avec là tout le détail de la méthode, de toutes les hypothèses qu'on a posées dans ce travail et des résultats obtenus. Donc tout sera rendu public, enfin tout est déjà à dispo et quand le rapport final sera mis en ligne, il sera également disponible via ce même lien. Oui, parce que là, comme tu le disais, Claire, on a fait un peu l'impasse sur la méthode pour essayer de tenir dans les temps et pour privilégier la place aux questions, bien sûr. Petite question justement d'Olivier Garin. Dans le scénario 1, des drones et robots peuvent être utilisés pour renforcer les défenses immunitaires des plantes de manière ciblée. Mais avec quel type d'intrant? Ouais. Alors effectivement, dans le scénario 1, donc on imagine qu'on n'a plus recours aux pesticides chimiques, mais néanmoins, qu'on a recours à d'autres types, d'intrants exogènes, et donc par exemple, des, stimulateurs de défense des plantes, qui vont aller, finalement, stimuler, l'immunité, de la plante. Et puis on peut imaginer dans ce scénario, l'utilisation de produits de biocontrôle, donc qui vont être, des pesticides, hein, au sens, réglementaire du terme, mais soit des pesticides, qui ne sont pas, qui sont donc les produits de biocontrôle, c'est des produits qui, sont, issus de solutions qu'on trouve, dans la nature, à condition, dans notre scénario, que ces solutions, de substitution aux pesticides chimiques n'aient pas, d'impact, néfaste sur l'environnement. Donc il y aura de toute façon, pour ces produits de biocontrôle également un travail, d'évaluation, de leur impact, sur la santé, sur l'environnement qui restera à faire. Mais dans ce scénario, effectivement, on imagine qu'on aura encore recours à un certain nombre d'intrants, pour, stimuler les défenses des plantes. Probablement des engrais aussi, tout à fait? Ouais, bien sûr. Non, et Mmh. cetera. D'accord. Merci Claire. Dans le scénario 3, la diminution de l'élevage implique une diminution de ses contributions positives sur le climat, notamment, entre parenthèses, prairies permanentes et stockage de carbone, par exemple, donc puits de carbone. Ces contributions perdues ont-elles été prises en compte dans votre calcul de la diminution des émissions de gaz à effet de serre? Question assez pointue. Alors, oui, en effet, en fait, c'est effectivement, un des éléments qu'on a soulevés, et comment dire? Des questions autour de ce scénario 3, puisque, le scénario 3, donc du fait de la réduction, enfin, de changement de régime alimentaire, Mmh. on effectivement, les consommations de produits animaux diminuent, ce qui, du coup, sur les productions agricoles et donc sur l'élevage, implique, une réduction. Et donc effectivement, ça pose la question du futur, des prairies, et des prairies, permanentes, qui effectivement, fournissent un certain nombre de services, écosystémiques. Et donc du coup, on n'a pas forcément apporté d'éléments de réponse, dans notre travail, mais effectivement, on a soulevé cette question, du risque en fait, avec la réduction des prairies permanentes, et des impacts que ça pourrait avoir. En fait, on a effectivement pris en compte dans notre modélisation, l'impact de la réduction des prairies sur, la diminution des gaz à effet de serre. Mais en fait, toute la question, c'est par quoi ces prairies vont-elles être remplacées? Dans notre travail, de modélisation, on a considéré que, ces prairies, finalement, seraient, laissées à l'abandon et donc deviendraient des zones de végétation arbustive. Et donc on a calculé les émissions de GES, en faisant cette hypothèse, de remplacement des prairies. Mais on pourrait imaginer que les prairies soient remplacées par d'autres types de terres agricoles, avec du coup un impact sur, les gaz à effet de serre différents. OK, qui joueraient elles-mêmes leur rôle de captation du carbone, de puits de carbone, Mmh. tout à fait, Ouais. comme le font les prairies. Très bien. Merci Claire. Et une dernière question d'Alexandre,
d'Alexandrati. J'espère que j'écorche pas le nom, je suis désolée sinon. Alors merci pour votre présentation, mais quid des changements climatiques qui accroissent les maladies et les nuisibles dans les Mmh. récoltes? Vos propositions permettront-elles de les contrôler? Et quid de l'amélioration sur l'environnement et la moindre toxicité des solutions chimiques proposées? Alors effectivement, le changement climatique, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on en a tenu compte, enfin on a essayé en tout cas d'en tenir compte, avec les données dont on dispose, aujourd'hui. Et donc effectivement, on a fait tout un travail, pour essayer de poser des hypothèses sur, l'impact du changement climatique sur la pression, des bioagresseurs. Encore une fois, hein, notre travail de prospective, il est pas là pour, prédire l'avenir. Et en la matière, sur, l'impact du changement climatique sur, les futurs, bioagresseurs dans les différentes régions d'Europe et leur impact sur les différentes cultures, c'est évidemment extrêmement complexe à imaginer. Néanmoins, on peut effectivement, anticiper que, le changement climatique, pour certaines cultures, dans certaines régions, augmentera la pression, exercée par les bioagresseurs, notamment les insectes, sur les cultures. Et donc du coup, dans notre travail, plutôt que, d'essayer de poser des hypothèses, hasardeuses sur, l'impact du changement climatique sur, tel type de bioagresseur, hein, et tel type de culture, ce qui nous semblait, vraiment très difficile. On a regardé ça sous un autre angle en se demandant finalement, hem, comment nos scénarios allaient réagir, par rapport aux évolutions possibles, du dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'on a regardé, par rapport à nos 3 scénarios, qu'est-ce qui leur permettrait d'être plus robustes vis-à-vis du changement climatique, et qu'est-ce qui leur permettrait, de mieux s'adapter aux conséquences, du changement climatique sur les cultures et sur la pression des bioagresseurs. Et donc typiquement, par exemple, dans le scénario 3, scénario paysage, où là, on imagine qu'en 2050, on aura des paysages, complexes, diversifiés. On pense que cette conception en fait de paysage agricole, et avec une diversification des cultures, une zone réservée pour les habitats semi-naturels et cetera. Ça, c'est de nature finalement à renforcer la robustesse, de ces systèmes, agricoles, face aux conséquences du changement climatique. Voilà, c'est un élément, mais donc quand le rapport sera rendu public, il y a toute une section dans le rapport qui est dédiée à cette question, du changement climatique. Et donc comment on imagine que nos scénarios pourraient en fait, voilà, s'adapter ou mieux résister aux impacts du changement climatique. Et après sur le changement climatique, on a fait, c'est aussi quelque chose qu'on a travaillé, je vous l'ai dit en introduction, mais j'ai pas eu le temps de présenter les résultats. On a fait des cas d'études dans 4 régions d'Europe, sur 4 filières particulières. Et en fait, dans chacun de ces cas d'études, la question de l'impact du changement climatique s'est posée. Et le fait qu'on travaille à une échelle, territoriale et sur des filières spécifiques, ça nous a permis de creuser pour chacun de ces cas d'études, quels étaient les risques spécifiques liés au changement climatique dans ces régions et pour ces filières, et comment dans la transition, on pouvait, préparer au mieux, le futur des systèmes de culture. OK, merci beaucoup Claire. Moi j'avais une dernière question que je souhaitais te poser. Il y a un des scénarios sur lequel tu dis qu'on aura une balance commerciale en termes de calories notamment, une balance commerciale nette qui ne sera pas favorable à l'Europe. Et qui est un scénario qui ne permet pas, de limiter, drastiquement, les émissions de gaz à effet de serre. Alors je ne sais plus lequel c'est, hein, je crois que c'est le 2 ou C'est 3. le 1, C'est le 1, c'est le 1. pardon. Voilà. Est-ce que ça veut dire que du coup c'est un scénario qu'il faut exclure? Ou est-ce que, alors autre question, c'est est-ce qu'on peut imaginer qu'en fait en 2050 il y aura un cumul, une combinaison de ces 3 scénarios qui vont Mmh. coexister? Alors voilà, donc dans notre travail, on a imaginé des scénarios, qui sont assez différents, je pense, les uns des autres, et
Donc on a exploré des futurs possibles. On ne prend pas position pour l'un ou l'autre, mais effectivement, on a fait tout un travail d'analyse des forces et faiblesses, de chacun de ces 3 scénarios. Encore une fois, vous trouverez dans le rapport. Mmh. Heu et heu et c'est vrai que sur le scénario 1, la question effectivement, à la fois de, la balance commerciale, de la production agricole, européenne, mais aussi, de la moindre réduction des émissions de gaz à effet de serre pose question. Ça fait partie des faiblesses du scénario. Mais après, on peut aussi imaginer que, d'ici à 2050, on arrive à, décarboner et réduire encore plus les émissions de gaz à effet de serre, par exemple en utilisant, des outils, des agroéquipements, qui soient moins consommateurs, d'énergie et cetera. Donc il y a encore plein de choses à imaginer pour poursuivre la discussion. En tout cas, on prend pas position sur un scénario souhaitable, c'est pas notre rôle. Nous on pose les scénarios et on les met en discussion, en débat. Et sur ta deuxième question de est-ce qu'il pourrait y avoir un mix, de ces 3 scénarios? Peut-être. En tout cas, il y a quand même des choses qui nous semblent, pas forcément contradictoires, mais difficiles à faire, coïncider, Mmh. notamment une approche territoriale dans un marché global. Voilà, c'est des choses D'accord. qui nous semblent un peu, difficiles à travailler, mais pourquoi pas. OK, super. Bon, bah, merci beaucoup Claire, je vois que le temps est écoulé. Merci à tous pour vos questions, pour votre participation. Nombreuses. Voilà, donc n'hésitez pas à aller prendre connaissance de l'étude dont Claire vous a donné quelques éléments aujourd'hui. Évidemment, c'est une présentation synthétique, hein, donc si vous voulez avoir plus de détails, vous les trouverez sur le site qu'elle vous a donné. Et puis, comme disait Claire, bah, c'est le début d'un long combat, hein, c'est le début d'une longue démarche, j'imagine pour les coordinateurs de l'étude, pour les experts et puis pour l'ensemble des parties prenantes. Voilà, donc merci beaucoup Claire pour ta participation à cette masterclass. Merci à tous d'avoir participé en ligne et puis on vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.